profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. L'incident que l'Argentine essaie d'étouffer. Au cours de l'hiver 1998, une vague de meurtres brutaux non documentés a failli anéantir toute la population d'un petit village de pêcheurs en Argentine. Toutes les preuves de l'incident ont été rapidement balayées par les autorités locales, qui ont ensuite mis en place des barrages routiers massifs autour de Tamacún, empêchant quiconque de s'approcher du lieu des meurtres. La couverture médiatique des actions suspectes de la police a été minimale, la plupart des journaux et des chaînes d'information locales parlant d'une évacuation à grande échelle en raison d'un risque d'incendie fictif. Mais le plus étrange dans toute cette histoire, c'est qu'après avoir rassemblé la poignée de survivants du village, les fonctionnaires ont décidé de les placer sans cérémonie dans différents services psychiatriques de haute sécurité disséminés dans tout le pays. La raison de ces placements, apparemment injustifiés, n'a jamais été rendue publique, mais malgré tous les efforts du gouvernement argentin, les rumeurs de ces meurtres se sont répandues comme une traînée de poudre dans toute l'Amérique du Sud. 2 ans plus tard, une équipe de cinéastes amateurs de Buenos Aires se rend à Tamacún. Leur objectif ? Tourner un documentaire de type found footage sur l'incident. Nous voulions le filmer comme le projet Blair Witch, Explique Gabriela Del Carmo, directrice de la photographie du projet. Blair Witch était sorti l'année précédente et tout le monde en parlait encore. Nous voulions faire quelque chose de similaire, mais en plus effrayant. Vraiment plus effrayant. Avec plus de sang et d'interviews sinistres. Évidemment, nous n'avions aucune idée de ce dans quoi nous allions nous embarquer. En arrivant dans le village de pêcheurs isolés, l'équipe n'a pas été surprise de le trouver complètement abandonné. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, en revanche, c'est de découvrir que la plupart des bâtiments avaient été délibérément incendiés. On pouvait voir qu'il ne s'agissait pas d'un accident, A déclaré le premier assistant réalisateur du projet, Rodrigo Elias. Cela nous a vraiment choqués. Découvrir que les flics avaient délibérément incendié l'endroit. Bien sûr, une fois que nous avons commencé à reconstituer ce qui s'était réellement passé, tout s'est expliqué. Je suis même surpris qu'ils aient mis autant de temps à le faire. La plupart des survivants étant enfermés, l'équipage est contraint de se rendre dans les villes et les hameaux voisins à la recherche d'informations. Ces voyages n'ont pas été très fructueux. Personne ne voulait en parler. Explique Angelico de Sousa, l'un des producteurs exécutifs du projet. Tout le monde était trop effrayé pour le faire. À la seconde où nous évoquions Tamacún, ils nous fermaient leurs portes au nez. Littéralement. C'était comme s'il était illégal de parler de ce qui s'était passé. C'était comme s'ils savaient que quelqu'un d'autre les écoutait. Nous n'avons jamais passé plus d'une nuit dans ces petites villes étranges. Les habitants nous jetaient toujours dehors le lendemain matin. Et à chaque fois, nous avions l'impression qu'ils nous faisaient une faveur. Comme si c'était pour notre bien. Après être retourné brièvement dans les ruines de Tamacún pour trouver les dernières images de paysages pour le documentaire, l'équipe a passé les mois suivants à repérer les services psychiatriques où les survivants du village avaient été admis contre leur gré. Même s'ils savaient qu'il s'agissait d'institutions strictes qui ne laisseraient aucune caméra s'approcher de leurs patients, ils espéraient retrouver d'anciens membres du personnel qui pourraient apporter des éclaircissements sur les événements qui s'étaient déroulés pendant l'hiver 98. Comme lors de leur précédente expérience, l'équipe a eu du mal à trouver quelqu'un qui accepte de parler des meurtres. Nous savions que ce n'était pas gagné dès que Diego l'a suggéré. Se souvient le scénariste Salvador Moreno. Nous n'avions pas d'autre solution. Nous n'avions aucun moyen de contacter les survivants et les flics ne voulaient certainement pas nous parler. Si nous ne voulions pas nous lancer dans une fiction complète, nous devions interviewer quelqu'un qui était lié au meurtre ou qui avait été en contact avec quelqu'un qui l'était. Pour être honnête, il s'en est fallu de peu pour que nous prenions une direction complètement différente pour l'ensemble du projet. Pourtant, avant qu'il n'ait eu le temps d'envisager une autre approche, Lucas Pascal, le directeur de la production du film, a été contacté par un homme singulier à l'accent étrange.
Il m'a dit qu'il avait travaillé comme agent de sécurité à Santa Lucia en 1998. Explique Lucas Pascal. Santa Lucia était l'un des 9 hôpitaux que nous avions découverts au cours de notre enquête. Naturellement, nous étions très enthousiastes à l'idée d'interroger ce type. Nous étions prêts à être complètement déçus aussi. Nous ne savions pas exactement quel type d'informations nous obtiendrions de lui. Certains pensaient qu'il essayait seulement de nous arnaquer. Nous n'avons découvert qu'il était bien réel que lorsqu'il a exigé que son nom reste anonyme et que son visage soit flouté dans le montage final. Voici un petit extrait de la transcription de l'interview. Pendant combien de temps avez-vous été agent de sécurité à l'hôpital? J'ai travaillé à Santa Lucia pendant 9 ans. Et quand avez-vous démissionné? Je n'ai pas démissionné. J'ai été licencié. Puis-je vous demander pourquoi vous avez été licencié? Ils m'ont dit que je parlais trop. Que vous parliez trop de quoi? De toutes sortes de choses. Le métier d'agent de sécurité est parfois assez ennuyeux, même dans un asile de fous. Quand il se passe quelque chose d'intéressant, on en parle. Mais si je devais deviner ce qui les a vraiment énervés, c'est quand j'ai raconté à quelques amis les trucs louches qui se sont passés pendant l'hiver 98. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr, c'est le but de cette interview, non? Tout a commencé quand la police a fait venir un vieil ivrogne du Sud. Dès le départ, il avait l'air d'un cinglé ordinaire. 2 flics ont dû le traîner, à coups de pied et en criant, à l'intérieur de l'hôpital. Je n'en ai pas fait grand cas. Je l'avais vu des milliers de fois. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Continuez. Un détective s'est présenté le lendemain. Pas n'importe quel détective, d'ailleurs. Non, celui-ci était un Yankee. Je n'avais jamais vu ce genre de personnage auparavant, sauf peut-être dans les films. Il avait l'air d'un vrai dur à cuire, tout habillé et très élégant. Il portait même un chapeau. Mais ses yeux avaient quelque chose d'étrange, vous savez? Bleus et creux. Je crois que je n'avais jamais vu des yeux comme ça avant. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il voulait poser quelques questions au vieil ivrogne. En privé. Ils ont même obtenu une chambre rien que pour eux. Mais au bout de 5 minutes, le vieil ivrogne s'est mis à hurler comme je n'avais jamais entendu un adulte hurler auparavant. Les médecins et les infirmières se sont précipités, et le Yankee a disparu au milieu du tumulte. Je ne l'ai jamais revu, mais l'ivrogne n'a pas cessé de crier jusqu'à ce que les infirmières l'endorment. Ça m'a donné des sueurs froides. Tous ces cris. Et après? Les choses se sont calmées pendant un moment. Évidemment, il y avait beaucoup de ragots qui circulaient. Chacun avait sa propre histoire sur la façon dont le Yankee avait réussi à effrayer le vieil ivrogne. Certains disaient qu'il lui avait montré une photo. D'autres disaient qu'il lui avait simplement murmuré quelque chose à l'oreille. Personne n'en était sûr, pas même les médecins. Et une semaine plus tard, personne ne semblait s'en soucier, jusqu'à ce qu'on retrouve le corps du vieil ivrogne dans le jardin. Il a été assassiné? On dirait bien. Officiellement, on a parlé de suicide parce qu'il avait fait une overdose d'antidépresseurs et tout ça, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le droit de quitter sa chambre. Ils l'ont enfermé à double tour. Ils l'ont aussi attaché. Il n'aurait pas pu s'échapper sans aide, et encore moins mettre la main sur des médicaments. C'était très suspect. Donc, vous dites que quelqu'un a dû tout manigancer? Exactement. En même temps, il faut se demander qui ferait une chose pareille. Pourquoi se donner la peine de tuer un vieil ivrogne sans défense? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Il a peut-être vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Peut-être qu'il n'avait pas le choix. Avec plus de questions que de réponses, la curiosité grandissante des membres de l'équipe les a poussés à tenter de retrouver l'énigmatique détective américain. Nous avons découvert que Santa Lucia n'était pas le seul endroit où les gens avaient vu le détective aux yeux bleus. C'est ainsi qu'on l'appelait. En tout cas, nos sources ont confirmé que ce type avait été vu dans tout le pays. Et il n'était pas seul. Il s'est avéré que toute une armée de Yankees en costume noir avait débarqué des États-Unis. Nous savions que nous étions sur une piste. C'est à cette époque que Paz Vega s'est échappé de Coronel Martin. A expliqué Lucas Pascal. L'hôpital psychiatrique de Coronel Martin était l'un des hôpitaux militaires les plus strictement célèbres d'Amérique du Sud. Chaque fois qu'un patient réussissait à s'échapper, l'histoire faisait la une des journaux nationaux. La fuite de Paz Vega n'a pas été différente. Seule adolescente à avoir survécu au meurtre de Tamakoun, l'évasion de Paz Vega est devenue l'un des sujets les plus discutés en Argentine. Les médias l'ont fait passer pour une sorte de folle dangereuse.
se souvient Moreno. C'était comme si elle cherchait du sang ou quelque chose comme ça. C'était très difficile à avaler. Mais la police était prête à tout pour la retrouver. Je n'avais jamais vu autant de flics dans les rues. Nous aussi, nous avons essayé de la retrouver, mais c'était inutile. Nous n'avions pas assez de ressources ni d'effectifs. Au bout de quelques semaines, l'affaire s'est calmée. Les flics ne l'ont jamais retrouvée. En l'absence d'autres pistes ou d'interlocuteurs coopératifs, l'équipe a décidé de s'intéresser à l'histoire passée de Tamakoun. Ce qu'ils ont découvert n'est rien moins que troublant. Nous avons découvert que l'endroit était une sorte de refuge pour les rituels païens et le culte du diable. Des monstres du monde entier s'y rendaient pour offrir des sacrifices à leurs dieux bizarres. Des rapports étranges font également état d'une société secrète de cannibales. Toutes sortes de choses effrayantes. Après avoir découvert cela, beaucoup de gars ont décidé qu'il était temps de quitter le navire. Moi y compris. L'argent commençait à manquer, alors ça semblait être la chose logique à faire. Mais Diego ne voulait pas lâcher prise. Il voulait aller jusqu'au bout. Diego Silva, le directeur du projet, était devenu complètement obsédé par les meurtres de Tamakoun, à tel point qu'il n'a même pas mis fin à ses recherches maniaques lorsque tous ses coéquipiers ont quitté le navire, ce qui l'a conduit à quitter le pays. La dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, il partait pour l'Italie. Raconte Pascal. Il s'agissait de retrouver les derniers parents connus de Paz Vega. Je me souviens avoir pensé que c'était une perte de temps. Même s'il parvenait à découvrir où il vivait, les Yankees y étaient probablement déjà allés. Mais Diego s'en fichait. On ne pouvait pas le raisonner, il n'y avait plus de salut pour lui. Après avoir pris un vol bon marché pour Naples, Diego Silva n'a pas été revu pendant plus de 12 ans. Sa disparition soudaine n'est pas passée inaperçue. Des membres de sa famille et des amis proches se sont rendus sur le dernier lieu de résidence connu du cinéaste pour tenter désespérément de le retrouver. Malheureusement, l'Argentin de Buenos Aires, âgé de 26 ans, n'a laissé aucune trace. Ce n'est que le 22 mars 2015, au matin, que l'on entendit à nouveau parler de lui, lorsque Gabriela del Carmo reçut une étrange lettre dans son courrier. À l'intérieur se trouvaient 3 feuilles de papier toilette couvertes d'une écriture délavée. En raison de la mauvaise qualité de l'encre et de la nature précipitée de l'écriture, une grande partie de ce qui a été écrit reste indéchiffrable. Une transcription approximative du message, à laquelle ont été ajoutées quelques parties basées sur la logique et la conjecture, se lit comme suit. Ma très chère Gabriella, des hommes en blouse blanche sont sur le point de faire quelque chose à mon cerveau. Ils disent que cela me fera oublier ce que je sais. C'est pour le mieux. Quitter l'Argentine était une erreur. Les médecins me disent que je ne serai probablement plus le même après l'opération. Ils disent que j'oublierai probablement tous mes amis et ma famille. Même si cela m'attriste, je suis heureux qu'ils le fassent. Je sais que ça fait cliché, mais je ne peux plus vivre avec ce que je sais. Je n'ai jamais retrouvé la fille. Mais j'ai découvert ce qui s'est passé à Tamakoun. Pas en totalité, mais en partie. Je regrette de ne pas l'avoir fait. C'est bien pire que ce que nous pensions. Pour une fois, ils ont eu raison de nous cacher quelque chose. S'il te plaît, prends soin de toi et dis aux autres que je vais bien. N'essaie pas de me retrouver. Ne retourne pas à Tamakoun. Ils ne les ont pas tous tués. En l'absence de mention d'un lieu ou de tout autre moyen de déterminer sa position exacte, Del Carmo n'a pu que partager le contenu du message avec la famille de Silva et ses anciens compagnons d'équipage, négligeant habilement de mentionner la dernière phrase. Pourtant, aussi pénible qu'ait été la lecture du message énigmatique de Silva, Del Carmo n'a pu s'empêcher de ressentir une forte envie de revoir les images qu'il avait tournées lors de leur voyage dans le village de pêcheurs. Après avoir lu sa lettre, j'ai eu l'impression que nous avions manqué quelque chose pendant que nous étions là-bas. Et il y avait quelque chose dans la dernière phrase qui m'a vraiment donné la chair de poule. Explique-t-elle. Madame Del Carmo a ensuite visionné les images à plusieurs reprises, mais ce n'est qu'après avoir amélioré numériquement certains plans larges du front de mer du village qu'elle a remarqué quelque chose d'étrange. À l'époque, nous étions tellement concentrés sur l'examen des maisons brûlées à la recherche d'indices que nous n'avons prêté attention à rien d'autre.
et surtout pas aux mouettes. En analysant attentivement l'une des prises de vue, Madame Del Carmo a remarqué un grand groupe de mouettes se disputant ce qui semblait être un pied humain. Contrairement à la vidéo numérique, qui comporte un nombre déterminé de pixels, lorsque l'on améliore numériquement un film, on peut zoomer sur certaines zones sans que cela n'affecte le niveau de détail. C'est un peu ce qu'il se passe dans Les Experts et autres séries policières. Lorsque j'ai zoomé sur le pied, j'ai remarqué qu'il portait des marques de morsures humaines. Une découverte qui l'a amené à une conclusion troublante. Quoi qu'il soit arrivé à 16 villageois en 1998, je pense que l'on peut supposer qu'ils n'ont pas seulement été assassinés, ils ont aussi été mangés. À l'issue de l'entretien, Madame Del Carmo a accepté de fournir une copie de la photo améliorée numériquement, afin qu'elle puisse être examinée plus en détail par des experts. Mais avant qu'elle n'ait pu le faire, nos sources rapportent qu'elle a disparu après avoir reçu la visite d'un homme bien habillé aux yeux bleus pâles et à l'accent nord-américain.